Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 123e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, avant de faire la synthèse du livre, je veux remercier les nouvelles personnes abonnées du mois de mars, donc Jérémy, Alexandra, Vanessa, Mathieu et une personne anonyme. Je rappelle les avantages, donc les 5 personnes que je viens de nommer ont maintenant accès aux épisodes des abonnés, donc tous ceux qui ont été faits depuis le début, donc plus d'une vingtaine, et également les nouveaux qui vont apparaître à chaque premier jeudi du mois. Ils ont aussi reçu, jeudi passé, le 27 mars, donc les fichiers d'analyse que j'envoie une fois par mois, donc aux nouvelles personnes abonnées. Mais si tu es déjà abonné, tu vas seulement recevoir 2 courriels dans l'année avec mes analyses de mars et de septembre, accompagnés du fichier vierge pour faire tes propres analyses et d'un fichier PDF qui t'aide à bien utiliser mon outil d'analyse. Je veux prendre le temps aussi de remercier Claude qui m'a écrit sur Gmail parce qu'il ne souhaitait pas s'abonner, il n'aime pas s'abonner à des choses payantes à chaque mois. Donc, il m'a envoyé un don assez généreux. Donc, je le remercie beaucoup, Claude. On s'est jasé aussi. Donc, merci de soutenir le podcast et merci à toutes les personnes abonnées, notamment celles qui le sont depuis plus d'un an. Donc, le livre d'aujourd'hui, c'est L'argent et vous. Il a été écrit en 2023 par Marc Blais et collaborateurs. Et en introduction, les auteurs présentent 3 objectifs. Aider à faire le ménage de votre situation financière, comprendre vos bonnes et vos mauvaises habitudes financières pour changer votre façon de faire, et donner des outils qui sont efficients et faciles à utiliser. Tout le long du livre, on suit le cas d'Alex et de Sophie. Donc, c'est un couple et c'est super intéressant pour comprendre la dynamique de comment ça se passe changer des habitudes de consommation. Les auteurs précisent de ne pas virer fou. On n'est pas obligé de tout appliquer ce qui est dit dans le livre. Il faut y aller pas à pas selon ce qui nous convient le mieux. Il sait qu'il y a plusieurs Québécois qui ont développé le goût de gérer leur argent. Il ajoute que c'est pas mal de dépenser, mais il faut voir clairement où vont nos dépenses et bien comprendre c'est quoi les conséquences de ces dépenses-là sur nos objectifs. Donc, le premier élément de synthèse, c'est 1 heure par semaine. Avec 1 heure par semaine, les auteurs sont convaincus que vous allez être en mesure de reprendre le contrôle de vos finances et de votre vie. C'est le secret numéro 1, accorder 1 heure par semaine à vos finances. Ils disent que ces 60 minutes-là sont sûrement beaucoup plus que ce que vous faites actuellement dans la gestion de vos finances et que ce chiffre peut vous sembler gros à prime abord, mais sont sûrs que c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire parce que vous allez passer probablement plus que 60 minutes par semaine à stresser et à perdre la qualité de vie, la qualité de sommeil à cause de votre situation financière si vous n'apprenez pas à bien la gérer. Ils disent de trouver un moment propice dans votre semaine pour accorder 60 minutes à vos finances. C'est pas obligé d'être un 60 minutes dans un seul bloc, ça peut être des minutes réparties dans la semaine. Et c'est pas nécessairement de regarder un fichier Excel puis de faire ton budget. Ça peut être de lire un livre, d'écouter des podcasts, donc ce que tu es en train de faire sur les finances. Donc, c'est pas un 60 minutes par semaine juste à regarder tes papiers puis calculer tes dépenses. C'est un 60 minutes où tu investis dans ton éducation financière et bien sûr, par temps en temps, ça peut être de gérer ton budget ou quoi que ce soit. Deuxième élément de synthèse, c'est les 6 étapes de la gestion financière. Donc, la première étape pour les auteurs, c'est se sortir la tête du sable. Donc, il faut établir le portrait de sa situation financière et faire la liste de ce qui a été un frein jusqu'à maintenant dans votre vie pour gérer vos finances. L'étape 2, c'est trouver votre pourquoi, votre why. Donc, notez le pourquoi vous voulez reprendre le contrôle de vos finances et le point de rupture. Donc, pour Alex et Sophie dans le livre, c'est qu'ils voyaient qu'ils ne seraient pas capables de réaliser leur rêve d'acheter un chalet parce qu'ils font les deux des bons salaires, mais il ne reste jamais rien à la fin du mois. Donc, pour Alex et Sophie dans le livre, leur pourquoi, ça a été de se rendre compte qu'ils ne pourraient pas réaliser leur rêve d'acheter un chalet. L'étape 2 est importante également pour découvrir vos croyances limitantes puis les remplacer par des croyances qui vont vous soutenir dans vos démarches. Donc, exemple, je suis capable d'économiser. Au lieu de dire, je ne suis pas capable d'économiser, je suis dépensier. Et enfin, se fixer des objectifs SMART, mais il ajoute un P. Il appelle ça SMART P. SMART P, c'est en français. Donc, pour plaisir. Donc, il dit oui, il faut se fixer des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement situés, mais également, il faut que vous ayez du plaisir dans l'aventure et également d'atteindre cet objectif-là. L'étape 3 de la gestion financière, c'est se questionner sur votre relation à l'argent. Donc, nos croyances face à l'argent, qu'elles soient positives ou négatives, vont influencer
nos actions. Qu'on le veuille ou non, l'argent, c'est un outil important à maîtriser pour réussir l'ensemble de notre vie. Peu importe que vous dites, pour moi, l'argent, c'est pas important, je ne suis pas quelqu'un qui est à l'argent, mais dans notre société capitaliste, à moins que tu habites dans le bois et que tu sois autosuffisant, ben, tu as besoin d'argent pour vivre. Ils disent de mettre par écrit votre relation à l'argent, justement, et de vous assurer de la traiter comme une amie. Ici, en gros, il faut lire de ne pas vous distancer. Donc, par exemple, on va voir rendu là. Tu mets des objectifs, mais on va voir comment on va se débrouiller rendu là. Donc, non, il faut vraiment que tu traites ta relation à l'argent comme une amie selon les auteurs et s'intéresser à son argent et bien s'en occuper. J'ajoute ici une petite nuance du podcasteur. Faut pas virer fou non plus là, en considérant vraiment l'argent comme un ami dans notre cercle social, mais je comprends ce que les auteurs veulent dire, c'est de traiter l'argent avec une importance plus grande peut-être qu'on le fait en ce moment, comme si c'était quelqu'un d'important à nos yeux. Donc, ça peut peut-être, pour les gens qui ont de la difficulté à accorder de l'importance qui se doit à l'argent dans leur vie, bien, ça peut peut-être vous aider à le faire. Quatrième étape, c'est faire le portrait de votre situation actuelle. Ils disent que ne pas connaître vos dépenses et où va votre argent à chaque mois, ben c'est ce qui vous sépare de votre liberté financière. On fait l'autruche parce qu'on sait que si on connaît le portrait réel, on va devoir faire des changements qui ne nous tentent pas nécessairement. C'est plus facile de fermer les yeux ou de ne pas s'occuper de ces choses. Il y a deux choses à faire justement à cette étape-là, l'étape 4, qui est faire le portrait de votre situation actuelle. La première, c'est de dresser votre actif net, comme je fais à chaque 3 mois sur le podcast. Ça peut être une façon de faire, mais il existe plein d'autres outils pour le faire en ligne. Et de dresser un budget en 3 phases. La première phase de votre budget, ça serait de calculer vos revenus de couple, donc du ménage. 2, de calculer les frais fixes. Donc, les frais fixes, c'est les sommes et des fréquences qui ne varient pas ou peu, comme l'hypothèque et l'électricité, par exemple. Et également, calculer vos dépenses variables, comme l'épicerie, les restos, l'essence, les assurances, je mettrais plus ça dans frais fixes. Là. Donc, les auteurs n'en parlaient pas, mais tout ce qui est assurance, pour moi, c'est frais fixes. Donc, il faut prendre des décisions, en gros, qui sont éclairées sur ces dépenses-là. Mais pas des décisions éclairées, mais les connaître, voir où va l'argent. Ensuite, ils disent de s'attaquer aux frais fixes qui sont souvent trop élevés. Mais ça demande, la plupart du temps, de remettre en question votre mode de vie actuel. Donc, peut-être une trop grosse maison, donc une grosse hypothèque, peut-être 2 voitures neuves qui ont été achetées, donc ça fait des gros paiements de char, etc. Avoir moins de frais fixes, selon les auteurs, ça vous ajoute beaucoup de liberté. Et troisième étape pour le budget, la troisième phase plutôt selon les auteurs, c'est d'évaluer le total des dépenses occasionnelles. Donc pour eux, c'est plus difficile peut-être à faire lorsqu'on commence à budgéter. C'est pour ça qu'ils suggèrent de s'attaquer aux frais fixes en premier, mais ça peut être les réparations d'auto, le dentiste, les rénovations, donc vraiment des imprévus. Et une des auteurs dit que par expérience, c'est en moyenne 5-10 000 par année d'imprévus. Donc souvent, pour ces imprévus-là, malheureusement, c'est le crédit qui est utilisé parce qu'on n'a pas prévu de l'argent de côté pour prévoir justement ces imprévus-là. Ma dernière phrase ne passera pas à l'histoire, mais par contre, je vais quand même prendre le temps de vous rappeler que les deux choses à faire à cette étape-là, l'étape 4, lorsqu'on veut dresser le portrait de notre situation, c'est dresser son actif net, faire son actif net, et le budget en 3 phases, donc calculer nos revenus, calculer les frais fixes et variables, et évaluer le total des dépenses occasionnelles des imprévus pour tenter justement de les prévoir un peu mieux. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ben Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. Si après tout ça, sur papier, ça fonctionne, mais que pourtant, dans la vraie vie, il vous reste rien dans les poches à la fin du mois, les auteurs disent qu'il y a 3 principales raisons.
Un, les gens sous-estiment souvent les dépenses en écrivant leur idéal plutôt que la réalité. Donc, exemple, on dépense 45$ de resto par semaine alors que c'est plutôt 85. Deux, additionner les pas graves, c'est pas grand-chose, et de ne pas les budgéter. Donc, exemple, des petits achats au Dollarama, un petit café ici et là. Et troisième chose qui peut faire en sorte que vous n'avez rien dans les poches alors que pourtant ça fonctionne dans votre budget, c'est les tandis que je suis là. Donc, comme on va chercher du lait après la job, finalement, ça coûte 15-20$. Donc, tu as un lait à aller chercher parce que les filles ont plus de céréales le matin, mais finalement, tu achètes une coupe de légumes, une coupe de fruits, puis tu ne budgètes pas nécessairement l'ensemble de ces petits achats-là. Donc, en gros, c'est soit qu'on sous-estime nos dépenses ou qu'on ne rentre pas les petites dépenses du quotidien comme le Dollarama, le lait en fin de journée, et ainsi de suite. L'étape 5 pour la gestion financière, donc étape 1, c'était se sortir la tête du sable. 2, trouver votre pourquoi. 3, questionner votre relation à l'argent. 4, faire le portrait de votre situation actuelle. 5, on parle plutôt de plan budgétaire. Donc, c'est de répartir les dépenses selon vos revenus pour éviter le stress. Exemple, on va planifier à chaque paye ce qui va à l'épargne, donc 10 à 20 de votre revenu, qu'est-ce qui va aller au fonds d'urgence, qu'est-ce qui va aux dépenses variables fixes, aux dépenses occasionnelles, qu'est-ce que je fais avec ce surplus-là. Donc, on ne se pose plus la question à chaque paye où va notre argent. Tout peut être automatisé dans des comptes spécifiques à chaque poste budgétaire et on n'a pas le stress de dépenser le reste. Donc, on sait que ce qui reste ensuite, bien, on peut le dépenser sans nécessairement se questionner, à part, bien sûr, il faut s'assurer que ça nous apporte du bonheur. Ça, c'est tout le temps là. Leur position à eux, c'est de toujours prioriser le fonds d'urgence, donc 3 à 6 mois de dépenses, avant de payer les dettes, peu importe le taux d'intérêt, sinon ça devient un cercle vicieux. Il ne faut pas juste rembourser les dettes parce qu'on va encore se retrouver le bec à l'eau si jamais il y a des imprévus qui arrivent. Ici, moi, je dis que ça dépend. Là. Si tes intérêts, c'est une carte de crédit, peut-être que je les paierais même avant de faire mon fonds d'urgence parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va te coûter plus cher que de rembourser ces taux d'intérêt. Sixième étape, ben, c'est les grandes révélations. C'est de prendre le temps de noter les impacts de vos nouvelles habitudes financières. Ça va vous motiver à maintenir ces habitudes-là. Donc, 1, on sort la tête du sable. 2, on trouve notre pourquoi on veut commencer à prendre en main nos finances. 3, on questionne notre relation à l'argent et on met ça par écrit. 4, on fait le portrait de notre situation actuelle avec un actif net et un budget. 5, on établit un plan budgétaire, donc où va l'argent et on automatise idéalement tout ça à chaque mois pour ne plus avoir trop de décisions à prendre. Et enfin, on se donne une tape dans le dos en révélant les grands impacts là, positifs de nos nouvelles habitudes financières. Troisième élément de synthèse, c'est les 13 trucs et astuces des auteurs. Donc, premier truc, c'est se fixer un ou plusieurs buts précis avec des dates limites. 2, établir un budget et un plan budgétaire. Donc, ça revient aux étapes qu'ils ont proposées précédemment. 3, c'est de garder toutes vos factures pendant 3 mois pour faciliter le budget. Et l'astuce, c'est de prendre en photo vos factures peut-être et de les mettre dans un dossier sur l'ordinateur. Comme ça, il y a moins de chances de les perdre ou que ça traîne un peu partout dans la maison. 4, c'est de rembourser les dettes élevées en premier. 5, laissez votre carte de crédit à la maison. Ouais, mais j'accumule des points. Non, tu accumules surtout des dettes selon les auteurs. Attendre 24-48 heures avant de faire un achat, donc ça revient un petit peu aux stratégies notamment de Pierre McSween là, de attendre 7 minutes ou 7 jours pour des achats un petit peu plus gros. 7e truc, apporte ton lunch et ton café au travail. 8, retirer l'argent nécessaire en 2 payes pour les dépenses variables et occasionnelles. Et ensuite, on ne touche plus au compte. Donc, si tu le sais que tu as le droit à 200$ selon ton budget pour te gâter à chaque mois, tu sors le 200$ au début du mois en cash et tu n'as plus le droit ensuite de toucher tes comptes pour acheter des choses, que ce soit avec ta carte de crédit ou ta carte débit, peu importe. 9e truc, c'est la méthode des enveloppes. Donc, c'est de mettre l'argent en cash dans différentes enveloppes pour les postes de dépenses du mois. Maintenant, je vous dirais que ça peut être beaucoup plus simple là, avec des comptes spécifiques sur votre caisse ou votre banque là, que vous avez pour chacun de vos objectifs. 10, c'est mettre de la monnaie de côté ou l'option d'arrondir avec les cartes bancaires. Donc, par exemple, si un produit te coûte 11,75, bien, ça va te coûter 12$, mais tu as un 25 cents qui va aller directement dans ton compte épargne. 11e truc, c'est épargner, épargner, épargner. Donc, l'épargne n'est rien d'autre, selon les auteurs, qu'une grosse dépense à venir dans le futur. Donc, pour eux, ils voient ça vraiment positivement. Donc, dis-toi que si tu épargnes 20% de ton salaire, c'est parce que c'est avec ce 20%-là, tu vas te gâter quelque chose de gros plus tard, soit l'achat d'un chalet, par exemple, ou une retraite qui est intéressante.
12, comparer le prix des produits et services. Et le truc 13, ben, ça revient à ce que j'ai dit tantôt, c'est au lieu d'avoir des enveloppes, d'avoir des comptes spécifiques à chaque poste de dépense. Quatrième élément de synthèse, c'est argent, couple et enfants. Donc, les auteurs se questionnent sur la gestion des finances en couple. Ils disent que chacun des membres du couple a des besoins différents et on ne comprend pas nécessairement tous ceux de l'autre et vice-versa. Donc ici, je fais encore un lien avec ma blonde, c'est pas grave, elle n'écoute pas les épisodes, avec le garde-robe qu'on a dans l'entrée qui est rempli de bottes et de manteaux. Puis je me dis qu'on est 4 dans la famille. Moi puis mes 2 filles, on a à peu près 2 manteaux chaque, là, selon la saison. Et il y a 40 crochets dans le placard. Donc, si vous faites un calcul rapide, 3 fois 2, ça donne 6. 40 moins 6, ça donne 34. Donc, s'il n'y a pas un crochet disponible, ça veut dire qu'il y a une certaine personne dans la famille qui a beaucoup de manteaux. Et bien sûr, de mon point de vue à moi, avoir autant de manteaux, alors qu'un par saison, ça fait la job. Puis là, je n'entends plein qui disent, ben non, t'en as besoin s'il y a un petit peu de vent, un petit peu de pluie. Mais dans ma tête à moi, ça fait pas de sens. Et ça vient pas chercher mon bonheur. J'avais 4-5 manteaux dans le placard. Mais, on n'est pas tous pareils. Et ma blonde, son poste de dépense qui la rend heureuse, ben c'est les manteaux, puis c'est bien correct. Et elle, quand elle me regarde, puis je me jette un nouveau bâton de hockey alors que les 2-3 autres sont bien corrects, ben elle voit peut-être pas le bonheur que ça peut m'apporter de compter 1 ou 2 buts de plus grâce à ce bâton-là. Bref, vous comprenez le message, je m'égare. Et je le répète, il n'y a pas de stress pour mon couple. Gang, ma blonde est rendue à l'épisode 9, donc il n'y a pas de danger. Puis on a bien ri, on a eu un souper d'amis récemment, puis on riait bien parce que je disais, ça me prendrait-tu un manteau pour garder le gazon poussé, puis un autre manteau pour garder les oiseaux chanter. Mais bref, vous voyez qu'avec ma blonde, quand on parle de mariage ou de manteau, c'est toujours agréable. Sinon, l'auteur dit justement là, que chacune des personnes plutôt doit voir ses besoins comme très importants. Donc, pour vous, vos besoins qui sont liés à votre bonheur sont importants, puis c'est normal. Mais c'est correct aussi d'avoir une liberté où on n'a pas besoin à chaque fois de justifier ce bonheur-là à l'autre personne. Donc, d'avoir tu sais, c'est correct d'avoir notre, notre lieu dans notre compte de banque, notamment, là, où on peut dépenser sans demander. Donc, si ma blonde va s'acheter un manteau, elle n'a pas besoin de me demander ou de justifier cet achat-là. Ça, c'est réglé. Là, on a eu ces discussions-là. Ben, quand c'est ton argent, gâterie, tu fais bien ce que tu veux avec. L'important, ce que les auteurs disent, c'est qu'il ne faut pas que ça nuise aux objectifs communs. Mais pour ça, il faut avoir fait un travail ensemble, justement, et s'être fixé des objectifs et avoir réussi à dégager de l'argent ensuite pour les dépenses personnelles de chacun. Le problème, c'est quand on veut, exemple, acheter un chalet en couple plus tard, mais qu'il y a une des deux personnes qui n'économise pas, puis que là, elle dépense dans des manteaux ou dans des bâtons de hockey, peu importe, puis qu'elle n'a plus ensuite l'argent pour réaliser les projets qui sont communs. Mais pour ça, il faut qu'il y ait eu des discussions. Et les auteurs disent que c'est mieux d'avoir ces discussions-là tôt dans le couple quand ça va bien. Le truc, c'est d'aborder toujours la discussion sous l'angle des objectifs communs. Et ensuite, on réfléchit aux moyens d'y parvenir. Faut pas commencer les discussions en critiquant les besoins de l'autre. Donc, si je commençais les discussions financières avec ma blonde pour fixer essayer de trouver des meilleurs moyens d'épargner, puis je commençais les discussions en critiquant le fait qu'on n'a pas d'argent parce qu'elle s'achète des manteaux, mais c'est pas le bon angle d'approche. Les deux personnes tombent sur la défensive, puis on gagne rien à discuter de cette façon-là. Donc, premièrement, il faut avoir un bon moment. On trouve un moment qui est propice, qui est calme, que les enfants sont pas autour en train de crier. Et on commence avec les objectifs communs. Qu'est-ce qu'on veut réaliser ensemble? Un voyage dans 5 ans à Walt Disney. On veut s'acheter un chalet plus tard. Et un coup que ces objectifs-là sont communs, ben on fixe les moyens pour y arriver, combien on a besoin de mettre de côté. Et là, automatiquement, si cet objectif-là répond au bonheur puis au désir de l'autre personne, ben c'est plus facile ensuite de dire, OK, ben je dois mettre 400 pièces par mois de côté pour atteindre ces objectifs-là. En ce moment, j'en mets 300 de côté. Ben je dois couper 100 dollars de dépenses quelque part. Et vous allez voir, habituellement, c'est beaucoup plus facile. Et je l'ai vécu même récemment là, avec ma blonde. On a des projets communs, justement, de voyage, d'achat peut-être d'un chalet dans une dizaine d'années. Mais tout ça, ben, ça nous questionne sur dire, OK, bon, ben, en ce moment, tu épargnes tel montant. Si on veut réalistement atteindre ces objectifs-là, tu dois mettre tel montant. Et ma blonde a fait les efforts pour réussir à dégager ces montants-là supplémentaires que moi, j'étais déjà en mesure de faire parce que je suis économe et non cheap. Donc, bref, c'est tout ça. Mieux vaut avoir ces discussions-là tôt et dans des moments où c'est positif, là, ça va bien. Comme professeur à l'université, je me suis souvent dit que je devais être au fait de l'actualité pour avoir l'air cultivé, mais j'ai jamais eu la rigueur de lire les nouvelles par manque d'intérêt. Je vais vous avouer, j'étais donc bien content il y a presque 2 ans de découvrir InfoBref. InfoBref, c'est une infolette qui regroupe de façon simple et claire l'essentiel des nouvelles importantes
y compris l'actualité économique et financière, et tout ça en 5 minutes. Je vous invite à faire comme moi en vous inscrivant à l'infolette en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Bon, les auteurs parlent de séparer les dépenses 50-50 au prorata, tout avoir en commun. On a déjà parlé de ça quelques fois, là, donc vous pouvez voir l'épisode 35, notamment avec la facture amoureuse de Pierre-Yves McSween. Le prorata, il faut faire attention là, d'utiliser le revenu net, là, notamment. Sinon, pour les enfants, les auteurs disent que j'ai dit ça comme si les enfants, c'était pas facile. C'est pas ça du tout, là. J'avais pas la bonne intonation. C'est pas évident ce matin enregistré. On dirait que je suis pas concentré. Bref, l'auteur dit que souvent, les familles vont pas respecter le budget à cause des enfants, mais pas pour des trucs essentiels. On a tendance à faiblir pour nos progénitures, là, comme si notre amour pour eux se mesurait en biens matériels. Le manque ressenti est souvent celui du parent. On n'a pas eu ça quand on était jeune, ou on a un beau souvenir, au contraire, de Walt Disney. On n'avait pas un certain statut qu'on voulait quand on était enfant avec le linge qu'on portait. Et c'est pas nécessairement le besoin de notre enfant qui, lui, souhaite, selon les auteurs, surtout avoir du temps de qualité avec vous. Donc, lâchez vos selles et aimez vos enfants. Vous n'aurez pas besoin de compenser avec une nouvelle tablette. Et là, je me suis mis une petite note, là. Je suis tellement d'accord avec ça, là. Lâchez vos selles. Je vois tellement de situations. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter puis chialer, là. Mais je vois tellement de situations où les enfants ont des belles tablettes neuves, mais les parents ne leur parlent pas pendant un souper au resto. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Mais bon, je passe par la suite, c'est pas un sujet financier. Les auteurs disent que parler d'argent et des limites financières en famille avec eux, donc c'est super important. Ils sont jamais trop jeunes pour comprendre. Dans le livre, là, il donne l'exemple d'une famille où une mère pleurait depuis 2 mois le soir parce qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter autant de cadeaux que d'habitude à ses enfants. Elle en a finalement parlé après l'accompagnement avec les auteurs quelques semaines avant Noël à ses filles de 12 et 14 ans, puis elle a été accueillie avec beaucoup d'amour. Les filles ont répondu « C'est pas grave, maman, l'important, c'est qu'on soit ensemble. » Donc, ça fait 2 mois que la maman pleure parce qu'elle se sent coupable de ne pas être capable d'acheter mettons, d'avoir le même budget que d'habitude à Noël, mais finalement, ces 2 ados s'en foutent là, au fond du compte. Au fond du compte. Pas facile. On lâche pas, il reste un élément de synthèse après ça. Je voulais juste ajouter un petit point là, sur parler d'argent avec les enfants. Moi, j'en jase avec ma plus vieille là, de 9 ans quand elle est intéressée aux finances, et depuis 2 ans, il n'y a plus de cadeaux à sa fête. Là, j'en parle souvent. Elle dit elle-même qu'elle a assez de choses et elle veut juste une belle journée pour jouer avec ses amis. Bien sûr, là, moi, je paye, exemple, l'activité, mais ça évite à tout le monde d'acheter des petites shit là, à 25$, que finalement, ça traîne dans le fond de la chambre pendant 1 an ou 2, puis après ça, on le jette. Je dis clairement aux parents que si un cadeau, il ne sera même pas déballé, puis on va aller le porter à Moisson Estrie, encore emballé pour des enfants qui ont plus de besoins que les miennes. Donc, je dois avouer, là, je suis bien fier là, de ma fille qui décide aussi d'enlever 50$ de son pot de cadeaux à Noël pour le donner à une famille dans le besoin dans le temps des fêtes. Comme quoi, écouter des podcasts de finances en tout temps dans mon char, ça ouvre la porte à des discussions avec les enfants. Je dis souvent aussi que je ne peux pas acheter la montre qui clignote à 50$. Ça reste un enfant quand même, ma fille, là. Elle veut des cochonneries. Mais j'ai dit qu'on ne peut pas se permettre cette montre-là, pas parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire, mais qu'on n'en a pas pour ça, parce qu'on veut mettre l'argent ailleurs, puis j'explique que j'en mets dans son régime épargne enregistré, qu'on veut faire des voyages. Donc, des fois, on a peur, on dirait, de parler d'argent aux enfants. Tu sais, moi, mes filles, ils savent l'argent que je gagne, ils savent qu'on manque pas d'argent, mais que si on n'achète pas des choses, c'est pas parce qu'on n'en a pas, c'est parce qu'on fait des choix. Donc, n'hésitez pas à parler d'argent avec vos enfants. Je pense qu'ils sont pas mal plus allumés des fois qu'on peut le penser. Puis souvent, les craintes qu'on a de ne pas jaser d'argent avec eux, c'est des craintes qu'on a en nous et qu'on essaie on leur reflète un petit peu ces craintes-là. 5e élément de synthèse, on achève et c'est, je pense que c'est le temps parce que j'ai de la misère à finir mes phrases. Pourtant, l'épisode n'est pas si long, mais c'est une mauvaise journée, on va dire, pour les communications. Le dernier élément de synthèse, c'est les trucs pour les dettes. Donc, pour en finir avec les dettes, les auteurs disent qu'il y a 3 façons de vous libérer. La première, c'est la méthode motivante, donc de payer celle qui vous stresse le plus en premier, peu importe le montant et les intérêts. La deuxième façon, c'est la méthode boule de neige, donc on va payer les plus petits montants en premier. Selon les auteurs, c'est peut-être pas la méthode la plus efficace, mais c'est celle qui est peut-être la plus motivante psychologiquement. La troisième façon, c'est de payer les dettes les plus élevées en premier, et c'est celle que je prioriserais de mon côté. Mais je dois avouer que même si je ne suis pas d'accord avec la méthode boule de neige, là, de payer les petits montants en premier pour les bienfaits psychologiques, je peux comprendre peut-être qu'il y a des gens endettés que ça fait du bien.
parce que j'applique cette méthode-là dans mes podcasts. Donc, j'ai une liste d'épisodes de podcasts interminables à écouter à vitesse 1.5. Puis des fois, je suis moins motivé d'écouter un épisode de 2h14 en anglais que je dois réfléchir. Fait que je vais éclairer tous les petits podcasts là, de 5 à 10 minutes en français. Puis à un moment donné, je redeviens motivé en char, là, puis là, je me pars des podcasts plus compliqués. Fait que j'applique la méthode boule de neige avec mon écoute de podcast. Sinon, les auteurs disent de faire attention là, quand on achète avec du crédit. C'est un piège parce qu'on a plus la douleur là, d'avoir le sentiment de payer de l'argent et de devoir faire le rapport le coût-quantité de travail requis, là, parce que le crédit, c'est un accès facile. Donc, ils disent d'éviter le plus possible le crédit. Et encore une fois, j'entends des gens vont m'écrire « Oui, mais tu peux avoir des points. » C'est infime, là, c'est très mineur, là, les gens qui sont capables de bien gérer le crédit, de ne pas faire les paiements en retard, puis que vraiment les bénéfices au bout du compte sont plus avantageux que les obstacles, mais en fait que les effets négatifs. Donc, vraiment, évitez le plus possible le crédit. C'est un petit peu ça le message, même si je le sais que certaines personnes d'entre vous, c'est très avantageux de le faire. Continuez de le faire, là. Si vous le faites bien, continuez de le faire, arrêtez pas, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, pour vous défaire de vos dettes, il faut prendre la décision de ne plus vivre à crédit, donc de garder juste une carte, de couper les autres, de ne plus avoir aucune carte sur votre téléphone ou préenregistrée sur votre ordinateur. Il faut consolider vos dettes dans un seul taux plus avantageux et établir un délai réaliste pour payer toutes les dettes qui vous restent. Les bonnes dettes, c'est pour acquérir des actifs, donc de l'immobilier, des rénaux, démarrer une entreprise, mais il y a aussi les mauvaises dettes comme les voyages, les vêtements, les restos, donc tout ce qui achète des biens qui perdent de la valeur rapidement. Il donne un exemple dans le livre, pour un solde de 5 000 $ sur ta carte de crédit, tu as un paiement minimal de 4 % qui est requis. Ça va te prendre 13 ans et 9 mois à payer. Et tu vas payer 3 800 d'intérêt en 13 ans et 9 mois si tu fais seulement le paiement minimal. Donc, ça double presque le montant de tes achats. Bon, il offre des trucs aussi là, de frugalité dans le chapitre 16 pour épargner davantage et rembourser les dettes, mais je vous évite ça. Là, ça revient à des choses déjà discutées, là, négocier négocier les forfaits cellulaires, télévision, couper les abonnements, etc. Donc, en conclusion, le changement, c'est un processus qui demande de la volonté et de l'effort et du temps. Ça se fait pas en claquant des dents. Ça se fait pas en claquant des doigts. Soyez indulgents envers vous-même. Allez-y pas à pas. Puis, tu sais, laissez-vous le droit de faire des erreurs aussi, c'est normal. Je vous rappelle les éléments importants du livre, donc d'avoir un bilan et un budget, d'avoir un plan budgétaire pour automatiser les postes de dépenses, de rembourser vos dettes en augmentant votre épargne, d'évaluer vos progrès pour vous donner une petite tape dans le dos et d'accorder 60 minutes par semaine pour vos finances, que ce soit de la lecture, s'occuper du budget, investir vous-même, peu importe. C'est pas un livre que je recommande nécessairement. Il y a des trucs intéressants pour le podcast parce que j'ai ressorti l'essentiel. Donc, je pense qu'il y a des trucs intéressants quand même aujourd'hui qui ont été dits à travers mes bouts que j'échappais. Mais il y a beaucoup de temps mort entre les différents bouts intéressants. Donc, entre ce que j'ai sorti aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs entre ces bouts-là qui sont peut-être moins pertinents. Donc, c'est rare que j'ai 10-15 pages de suite là, où j'avais des traces. Là. Souvent, j'avais des traces dans 2-3 pages, puis après ça, j'avais un 10, 15, 20 pages que j'avais rien. Donc, c'est peut-être pas un livre que je recommande nécessairement. Je retiens quand même comme key point, même si on en a déjà parlé, la pertinence d'avoir un plan budgétaire dans des comptes automatisés pour plus se casser la tête chaque fois que l'argent entre dans notre compte. C'est démontré dans le livre avec le soulagement d'Alex et Sophie après cette étape-là. Donc, on voit que c'est super important puis pertinent de le faire. La semaine prochaine, je fais le premier bilan trimestriel de 2025, donc vous allez voir justement que je me suis amélioré. J'ai commencé à automatiser certaines de mes choses. Ce jeudi, il n'y a pas d'action parce que c'est l'épisode des abonnés, donc je vais parler du décaissement du régime épargne-études enregistré, donc du REE. Je vais parler de la règle du 4 % puis de l'inflation. Je vais répondre à une personne auditrice qui me dit que son conseiller battait VEQT, donc elle se demandait quoi faire. Je vais parler des FNB ESG et des REER conjoints et de toute autre question diverse d'un investisseur autonome. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers.
Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.